Je me présente Philippe Morisseau et je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Le titre « Au secours, le DevOps part en vrille » ou « Comment allier les pratiques agiles et le démarche DevOps dans un projet d'application distribué, complexe ». Mais c'est moins sexy comme titre. Déjà, on va commencer avec une première question. Pour vous, c'est quoi le DevOps ? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est, le DevOps? Il y a quelqu'un qui lève la main au fond, là. C'est quoi? Il faut crier plus fort. Oh, ouais, pas mal, pas mal. C'est bon aussi? Ok. Alors, en fait, c'est une démarche qui a été, on va dire, imaginée, conceptualisée par Patrick Debois en 2009, un Belge, et qui tend à allier les démarches de développement et les ops, donc à savoir les administrateurs, les architectes et tous les opérateurs techniques dans un même élan. Le principe, c'est en fait de faire sauter les silos entre le passage où on était en phase de build, on construisait notre application, etc., et tout allait bien, au moment du passage à la recette, à la production. Et donc, vous allez voir ici que en fait, cette démarche-là, sur le papier, elle est parfaite, elle est géniale, mais en fait, on peut vite la faire partir en vrille. Alors, on va commencer par un premier point, en fait, en 3 chapitres. Donc, déjà, je vais vous expliquer comment on arrive à faire partir en vrille le DevOps. Ensuite, en plat de résistance, je vous parlerai d'une idée qu'on a conceptualisée autour de ce constat-là, à base du machine à état. Et enfin, en fait, pour pas que ce soit que de la théorie et que du concept, je vous montrerai ce que l'on a fait, nous, concrètement, dans nos projets, et qui a permis de valider, en fait, notre hypothèse. Alors, pour commencer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Philippe Morisseau, je suis architecte, donc technique, .NET, Azure et expert de DevOps. J'ai tout plein de petites médailles Microsoft, hein, très tamponnées. Voilà. Donc, autrement, vous pouvez me suivre sur mon blog, je vais y arriver. Il y a pas mal d'articles sur le DevOps, si ça vous intéresse. On va commencer avec la première partie, le constat. Et je vais me permettre de faire une petite digression pour commencer. Est-ce que vous connaissez ce monsieur, Ludwig Boltzmann? Donc, c'est un physicien, mathématicien et philosophe à son temps libre, né en 1877. Et qui a en fait construit la formule de Boltzmann, donc qui permet en fait de calculer l'entropie de tout système. Le principe même de l'entropie, c'est l'état initial sera très peu probable et il évoluera toujours de l'état le moins probable à l'état le plus probable. Est-ce que vous avez compris cette phrase-là? Il y en a qui hochent la tête, il y en a qui sont dubitatifs. Pour faire simple, je vais prendre un exemple qui vous parlera à tout le monde. On imagine un verre parfait en cristal, rempli de vin, tant qu'à faire. Et son état le plus probable sera d'être brisé à un moment. Et bien c'est ça l'entropie. C'est-à-dire qu'on avait quelque chose de parfait, et au final, on tendra toujours vers quelque chose qui est pas forcément parfait, mais en tous les cas, qui sera beaucoup plus naturel. Un autre exemple. Enfin, 2 autres exemples. On va avoir le temple Maya, englouti par la forêt. Donc on imagine qu'il y a des milliers d'années, ce temple était parfait. Enfin, il était comme le créateur l'avait imaginé. Il n'avait pas imaginé qu'il allait se faire engloutir de forêt. Et on a pareil le château de cartes, où on s'est amusé à faire un petit château de cartes. Bien entendu, là, il est parfait. Il est construit, tout le monde est content. Mais on imagine très bien son entropie, à savoir d'être complètement détruit. Donc là, en fait, la vraie question, c'est de l'entropie. Et dans notre cas, c'est de savoir quand et comment on va subir cette entropie. Le quand, lorsqu'on fait des constructions solides
va être beaucoup plus loin. Et lorsqu'on fait des constructions fragiles, va être beaucoup plus court. Le comment, c'est très important de le savoir, surtout lorsqu'on étudie les systèmes, à savoir, bon là on va imaginer très facilement un coup de vent qui va faire tomber notre château de cartes, ou une main, un mouvement qui va faire tomber notre château de cartes. Pour notre temple, on a la forêt, on aurait pu avoir le désert, le vent, la pluie, les inondations, les volcans, plein de choses comme ça, des phénomènes naturels. Donc voilà, une fois que vous avez compris le principe de l'entropie, on va imaginer la même chose pour le DevOps. Et en fait, on va déjà identifier comment notre DevOps va subir cette entropie. La première chose, c'est l'agilité. On va se dire, mais comment ça se fait que le DevOps subisse une entropie de la part de l'agilité? Eh bien, en fait, on va prendre un exemple concret pour que ça parle à tout le monde. On va avoir un projet agile. Alors, désolé, j'ai mon masque qui fait que tomber. On va avoir un projet agile. On va imaginer qu'on va faire des itérations de 3 semaines. Bon, c'est assez long. D'habitude, c'est plutôt 2 semaines, mais bon. On va imaginer 3 semaines pour vraiment subir l'effet d'entropie. On va faire aussi, on va définir dans notre definition of done, je vais y arriver, des tests d'intégration. Donc on va dire que l'équipe réalise ces tests d'intégration au fur et à mesure de la réalisation des user stories. Et enfin, on va avoir une exigence de la part de notre client qui va dire « Ok, c'est très bien, mais moi je veux que le délai soit réduit au maximum entre le moment où moi j'ai fait ma démo, j'ai validé que tout était OK, et le moment où c'est disponible sur mes environnements de production. » Donc, imaginons d'abord sur l'agilité nos itérations. Donc, on a des différentes itérations. Là, j'ai fait sprint 0 jusqu'au sprint 3. On va avoir un premier sprint, on va avoir une première phase de grooming de nos user stories. Donc, on imagine que dans le sprint 0, on va avoir l'US 1 et 2. Dans le sprint 1, les 3 et 4, etc. etc. Bien entendu, les user stories qui ont été groomés durant le sprint 0, on imagine tout de suite on les réalise, et donc on les réalise dans le sprint suivant. Donc on va avoir la réalisation, et puis comme on a dit qu'on voulait faire nos tests d'intégration dans le definition of done, on va faire nos tests d'intégration directement. OK. Bon, bien entendu, pour faire nos tests d'intégration, on imagine qu'il va falloir faire du déploiement. Ça paraît logique. Donc à chaque fois qu'on va finir une user story, on va dire, bon ben ok, enfin en tous les cas, en phase de validation, on va dire, bon, je veux que ce soit déployé sur mon environnement d'intégration, que j'ai nommé dev. OK, super. Donc là, on imagine qu'à chaque fois qu'on fait une user story, avant la clôture de la user story, on se retrouve à faire un déploiement. Ensuite, ben, bien entendu, à la fin de mon sprint 1, ben, je veux faire ma recette fonctionnelle. On dit, OK, la démo s'est bien passée, mais le client veut quand même faire une recette de son côté pour s'assurer que tout est OK et que la démo elle est bien blindée. Donc bien entendu, pareil, on va vouloir faire notre recette et on va vouloir faire nos mises en UAT, donc nos environnements de recettes métiers. Et puis on peut imaginer aussi que durant notre recette, on constate un bug, une anomalie qui n'avait pas été vue durant la démo. Et du coup, on fait un petit hotfix. Ça paraît logique. Et puis bien entendu, à la fin, on va vouloir faire notre mise en production. Notre user story 1 et notre user story 2 qui étaient engagés dans le sprint 0 sont mis en production sur le sprint 3. Bon, OK. Et là, on imagine qu'il a fallu quand même, entre le moment où notre client il est arrivé en disant « Ouais, j'ai besoin d'une fonctionnalité » et le moment où en fait il se retrouve à l'avoir en prod avec des itérations de 3 semaines, avec un délai de 9 semaines. Ce qui commence déjà un petit peu à piquer. Alors vous allez me dire, ouais, ok, mais ça, on a des solutions pour ça. Ouais, en effet. Il y a notamment l'utilisation des feature flags qui va vous permettre de réduire drastiquement vos temps et donc de pouvoir en fait pouvoir faire sauter certaines contraintes de déploiement, de mise en recette. Et donc on peut imaginer pouvoir réduire à 4 semaines au minimum. Mais bon. Après, l'utilisation de feature flags, c'est très bien, mais vous verrez que dans un contexte d'application distribuée, ça devient assez compliqué à mettre en place. Donc, chacun voit midi à sa porte, mais j'ai tendance à me dire que les feature flags, c'est bien dans un contexte de petite application assez monolithique,
Mais dès que ça commence à à tomber sur des architectures techniques complexes, attention. Le deuxième point, le deuxième contexte qui va nous faire partir en vrille, c'est le DevOps. Le DevOps peut lui-même se faire partir en vrille. Donc on va imaginer, on veut avoir une démarche DevOps, nickel. On veut que tout soit déployé et tout soit en infra as code. Donc tout soit en as code, que ce soit l'infrastructure, le code, la documentation. On veut tout automatiser. C'est très bien. On veut aussi, en cas de souci de déploiement d'un composant, que les composants qui dépendent de notre composant soient bloqués. Bien entendu, on veut pas essayer, on veut éviter l'effet boule de neige. Donc avec un système qui serait chaos et qui entraînerait le chaos des systèmes suivants. On ne veut déployer, bien entendu, on veut respecter notre processus, à savoir notre recette, métier, etc. Donc on veut que ce qui est déployé en UAT, on ne veut déployer en UAT que ce qui a été déployé en dev. Et encore une fois, c'est pareil, on ne veut déployer en prod que ce qui a été déployé en UAT. Et enfin, dans la démarche DevOps, on va vouloir utiliser un branching model, Git. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les branching models. Donc, il y en a plusieurs. Mais là, j'ai pris le choix de prendre l'un des plus simples, le Trunk-Based Development. Donc, on va imaginer ça. Donc, déjà, on va partir sur le premier constat. Le code, l'infra as code, OK. Le doc as code. On a tout fait en as code. C'est parfait. Et donc, du coup, sur notre application distribuée, on va vouloir répartir tout ça dans différents repos Git. Okay, on imagine, on répartit tout ça. On a, mettons, notre infra qui est dans son petit repo, qui va nous permettre de déployer notre infrastructure. Nos librairies, parce qu'on a regroupé le code au maximum pour éviter d'avoir de doublons. Des badges, des web services, etc. OK. À ça, bien entendu, on va appliquer notre démarche DevOps. Le fameux sigle, le 8 infini. Bon, je vais finir par l'enlever parce qu'il ne fait que tomber. Donc, notre fameux 8 infini. Donc, on l'applique sur tous nos repos. C'est parfait. Tout le monde est content. Mais à ça, il va falloir faire attention à quelque chose d'assez important. C'est la dépendance de déploiement. Je m'explique. Notre librairie, on imagine que celle-ci, elle est utilisée par la librairie 2 et notre batch. Et notre librairie 2 est utilisée par nos différents web services. OK. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, je décide de faire une mise à jour sur une de mes librairies? Imaginons la librairie 2. On fait la mise à jour. Attention, parce qu'on a des dépendances. Et donc, ceux-là, potentiellement, ils peuvent être KO. Et on ne les verra pas si on ne les redéploie pas. Donc, il va falloir penser à recompiler et redéployer ces composants. OK? Autre facteur, les dépendances de déploiement. Bon, imaginons, on a notre infrastructure, on a un premier web service qui s'appuie sur cette infrastructure, et un deuxième web service qui utilise, admettons, les endpoints du premier web service pour pouvoir fonctionner. OK? Qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, notre premier web service vient à être KO, c'est-à-dire que lors du déploiement de ce web service, on a un incident et celui-ci ne se déploie pas. Potentiellement, si on continue notre processus, le web service 2, il va être en KO. Donc il va bien falloir faire attention à stopper le déploiement des dépendances de déploiement. C'est bon pour tout le monde? Et alors, pour le concept de ne déployer en UAT que ce qui n'a été validé en dev, en fait, j'ai une opinion personnelle par rapport au sigle DevOps, à savoir le 8 infini. Ils auraient pu faire une boucle, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait un 8 à plat. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être parce qu'on peut avoir la boucle du succès. Je m'explique. Si, admettons, on a notre application, notre microservice qui est déployé sur notre environnement de dev. Donc on va suivre le premier cycle, on va déployer, on va l'exécuter, on va le monitorer. Dans le monitor, on conçoit aussi tout ce qui est test d'intégration. On contrôle que l'application, quand elle fonctionne correctement. Donc ça inclut les tests.
Et bien entendu, si tout est OK, eh ben on va vouloir déployer sur l'environnement suivant. On ne va pas repasser par plan, code, build, test. Non, non, ça ne sert à rien. On prend le même livrable et on le déploie sur l'environnement suivant. Donc, notre boucle de succès, que j'appelle. Et donc, du coup, en termes de pipeline, on va avoir une représentation comme celle-ci. En cours de sprint, nos développeurs, notre équipe, va faire des commits, va pousser son code sur les repos. Et à chaque fois, on va vouloir automatiser, relancer les builds, vérifier les tests unitaires, etc. Et donc, à chaque fois, une fois que tous nos builds et nos tests unitaires sont OK, on va déployer sur l'environnement de dev. OK, super. Sauf que, attention, il ne faut surtout pas déployer en UAT. Donc là, on fait stop, on attend la fin du sprint. OK. Puis bien entendu, à la fin du sprint, lorsqu'on a fait notre démo, à ce moment-là, oui, on veut déployer en UAT pour pouvoir faire la recette métier. Et par contre, on ne veut surtout pas déployer en prod. Parce que la prod, on ne le fera qu'à partir du moment où le client a fait « Ok, c'est bon, moi j'ai fait ma recette de mon côté, tout est bon, on peut aller en prod ». Et je vous parlais du branching model. Donc je ne sais pas si, si vous connaissez le Trunk-Based Development, mais le principe c'est de dire, bon ben voilà, on a une branche master où en fait on va avoir tout le code qui correspond à l'environnement, à ce que les développeurs produisent. Et en fait, on va vouloir créer des branches de release à chaque fois qu'on va vouloir faire une mise en UAT, une mise en production. Et donc, on va suivre les versions comme ça avec des branches de release. Et donc, du coup, si on adosse ça à notre démarche, avec nos environnements de déploiement, etc., on voudra que systématiquement sur la branche master, on ne déploie que sur l'environnement de dev. Et sur les autres, sur les branches de release, à ce moment-là, on voudra déployer sur l'environnement de dev, UAT et de prod. Et puis, bien entendu, ça veut dire que lorsqu'on imagine on a un nouveau composant, là on a la première version, donc là on va pousser directement sur l'environnement d'UAT, de prod, etc. On constate qu'il y a des bugs en cours de recette, admettons sur le sprint 1. Eh bien on va faire des hotfix et on va les pousser pareil sur les environnements d'UAT puis de prod. OK pour le DevOps ? Donc j'aborde le troisième point qui va faire partir en vrille notre démarche DevOps. C'est l'évolution. Alors en fait, vous allez voir qu'en fait, votre application au départ, vous allez commencer les premiers sprints, tout va aller bien, vous allez avoir un petit périmètre applicatif, ça se passe bien. Et en fait, au fur et à mesure des itérations, vous allez avoir de plus en plus de complexité sur votre application. Et en fait, c'est l'évolution normale de votre application. Vous n'allez pas la réduire, la complexité. Vous allez l'agréger. Et donc, il va falloir prendre en compte cette accumulation. L'autre point aussi, c'est que en fait, les projets et les services évoluent régulièrement. C'est-à-dire que vous vous basez sur des infrastructures, sur des systèmes qui eux-mêmes évoluent à leur propre rythme. Vous devez prendre en compte cette évolution. Et donc, c'est-à-dire que vous devez apporter des évolutions ou vous mettre à jour par rapport à ces évolutions. Donc, prenons un exemple. On imagine notre sprint 0. On déploie notre nouvelle infrastructure. On est content. On a fait notre première release d'infrastructure. V1, parfait. Sprint suivant. Maintenant qu'on a notre infrastructure, on décide de déployer 2 web services dessus. OK. Donc, web service 1, web service 2. Pour le moment, tout va bien. OK. Sprint 2, pardon. On décide de faire une petite évolution sur notre premier web service. Et puis, on décide de factoriser un petit peu notre code en mettant en place une nouvelle librairie et en déployant un nouveau batch. OK. Sprint suivant. On a une petite évolution sur notre infrastructure pour pouvoir héberger notre nouveau batch et décommissionner le web service 2. OK. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on voit qu'on a de plus en plus de composants. Et on imagine que, et pour le vivre actuellement chez des clients, arrivé au sprint 63, on a un seul repo d'infra, un seul package d'infra, 10 librairies et 35 web services et batch. Donc là, ça commence à devenir un petit peu velu à gérer tout ça. Et donc, on subit réellement l'entropie du DevOps avec cette masse
de déploiement et cette masse de packages qu'il va falloir déployer. À titre de résumé, donc si on cumule l'agilité, le DevOps et l'évolution, on va imaginer que sur notre premier sprint, sur notre sprint X, on va avoir une user story. Celle-ci consiste à faire une évolution sur une librairie, pourquoi pas. Cette librairie impacte plusieurs web services, donc du coup, il va falloir redéployer ces web services. OK. Ensuite, on imagine que sur le sprint suivant, on a une autre user story. Donc là, j'en ai mis qu'une. Et cette user story consiste à déployer un nouveau web service. Du coup, il va falloir mettre à jour l'infrastructure pour pouvoir héberger ce nouveau web service. OK. Donc du coup, 2 packages. Une nouvelle version de l'infra, un nouveau package web service. Mais par contre, faire bien attention à ce que notre web service 3 qui s'appuie sur notre infrastructure soit déployé après et pas avant notre infrastructure. Puis on imagine que sur notre sprint suivant, on avait un petit bug qui a été constaté par notre équipe de recettes. Et donc du coup, on va faire un petit hotfix et bien penser à redéployer le package qui a été livré. Et donc, à ça, en plus, il va y avoir l'effet d'accumulation. J'en ai pas parlé parce que ça peut être souvent un débat. On peut s'organiser pour éviter cet effet d'accumulation. Mais lorsque vous avez beaucoup de composants, une application assez massive en termes de volume de composants, de microservices, vous allez quand même le subir. Donc on imagine, donc là j'ai repris notre tableau avec nos différentes user stories. On imagine que sur le sprint X plus 1, notre user story 1, on ait besoin de faire un hotfix. Sauf qu'en fait, on constate que notre hotfix, il est livré que à la fin de notre sprint. Donc, notre recette métier n'a pas le temps de, de valider pour pouvoir faire la mise en UAT, la mise en production de ce composant-là. Donc, elle va dire, bon, OK, tant pis, je fais un décalage partiel. Donc, c'est-à-dire que je vais livrer la user story 2, que j'ai recetée, qui est OK, et la user story 1, je la livrerai dans le sprint encore suivant. OK, pas de souci. Mais il peut arriver aussi dans certains cas qu'on n'ait pas le choix. Mettons la user story 4, on est un hotfix aussi sur le sprint suivant. Mais là, qu'on n'ait pas le choix, on a besoin de livrer à la fois les user story 3 et 4 en même temps, ça peut arriver. Et donc là, on subit un décalage complet, à savoir qu'on devra livrer l'ensemble 3, 4, 5 et 6 sur le sprint 4. Donc, on va avoir un effet d'accumulation. Donc, il faut bien gérer ce système-là. Encore une fois, avec les feature flags, vous pourrez gérer ce genre de problème. Mais encore une fois, dans le cadre d'applications distribuées, c'est compliqué à gérer. En tous les cas, en termes de réalisation. Donc, pour résumer sur les constats, la première chose, c'est qu'en fait, on va faire partir en vrille notre DevOps avec le nombre de déploiements. Vous avez pu le voir, plus on aura de composants, plus on aura de déploiements. OK. Le deuxième point, c'est les dépendances. On a vu que les dépendances de build et les dépendances de déploiement peuvent apporter de la complexité et peuvent faire facilement partir en vrille notre démarche. Donc on avait tout bien pensé. Dommage. Le troisième point, c'est la gestion des repos Git. On a vu qu'à chaque fois qu'on devait faire une mise en UAT, on devait créer une branche de release pour qu'ils partent en UAT, etc. Imaginez qu'on ait une quarantaine de repos. Ça veut dire que la personne qui va se charger de préparer toutes les branches de release, elle peut se planter. Elle ne va pas se planter sur 1 ou 2 repos. Mais sur 40 repos, c'est possible, si elle doit faire toutes ces opérations manuellement. Et le quatrième point, c'est le cycle des recettes. Comme on a vu, il va bien falloir à un moment donné gérer le cycle des recettes de façon à ce que tout le monde se coordonne correctement dans le temps et que chacun ait le temps de faire correctement son travail. Voilà. Donc, partant de ce constat, en fait, comment on peut lutter contre cette entropie, c'est le DevOps qui part dans les fraises, tout en maintenant quand même une méthodologie agile et soutenable pour tous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à la fin de chaque sprint, les équipes soient aux abois pour pouvoir enfin livrer correctement dans une démarche DevOps. Ça n'a pas de sens. Donc,
Pour résumer, en fait, j'ai eu une idée, et en fait, c'est pas moi qui l'a eu, c'est un collègue avec moi, à moi qui l'a eu. Je rentrais en fait du travail. Je faisais du covoiturage, hein. J'habite à Clisson, donc du côté de Nantes, à une trentaine de kilomètres de Nantes. Et donc j'étais en train de me plaindre, parce que je me plains beaucoup, que ben, voilà, je devais galérer. Enfin, il me fallait 2 jours pour pouvoir faire des mises en UAT, enfin préparer toutes ces branches de release, etc. Il fallait que je fasse attention aux dépendances de build, dépendances de déploiement. C'était une galère, j'en avais ras-le-bol. Puis mon collègue qui conduisait, il me dit, mais pourquoi tu n'as pas pensé à faire une machine à état? Et j'ai réfléchi 5 minutes et j'ai dit, Eureka. En fait, quitte à ralentir les effets du temps, autant prendre une machine qui a de la gueule, comme dirait Doc. Alors, petit retour sur les machines à état, pour ceux qui ne savent pas. Le principe, c'est qu'on va imaginer un système, non pas basé par rapport à ses fonctionnalités, mais par rapport à ses états. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un magnétoscope ou d'un lecteur Blu-ray avec différents états. Donc, on a notre film, hein, il est dans un premier état arrêté, en cours et en pause. Hein. C'est les 3 états qu'on va avoir sur notre film. J'ai enlevé les fast-forward et les rewind. Donc, forcément, pour passer d'un état à l'autre, on va avoir une fonction. Donc, typiquement, lancer le film pour passer de arrêté à démarrer en cours, la mise en pause, etc. À ça, on va avoir notre télécommande qui va être les triggers. Et donc, on va appuyer sur play pour lancer notre film. On va appuyer sur pause pour faire pause. On va appuyer sur play ou pause pour relancer le film, etc. etc. OK? Eh ben, on va essayer d'imaginer la même chose, notre machine à état, mais pour notre démarche DevOps. Donc, je reprends notre exemple avec donc, notre machine à état. J'ai imaginé un peu comme ça, avec 4 états. Un état buildé. Notre application, elle est buildée de manière globale. Hein. Là, je ne parle pas des différents repos, des différents composants. Je parle de l'état global de mon application. Elle est à l'état buildé. Puis, je veux déployer en dev. Donc, elle est déployée en dev. Puis, je déploie en UAT. Elle est déployée en UAT, et déployée en prod, etc. OK. Bon, maintenant, on va imaginer qu'on fasse une petite évolution sur notre librairie 1. On fait un petit commit. Et donc, là, automatiquement, on va vouloir que notre librairie 1 se recompile, bien entendu, qu'on fasse les tests unitaires, etc. Mais que aussi les dépendances, donc dans notre cas, notre batch, se recompile et puis qu'on fasse nos tests, etc., tests d'intégration pour passer à l'état buildé. On va relivrer uniquement notre batch puisque notre librairie va être inclue dans notre livrable de notre batch. OK? Donc ça, c'est dans notre sprint en cours. Très bien. OK? Ensuite, bien entendu, on veut automatiquement déployer un environnement de dev puisque ça fait partie de notre definition of done. Donc là, on va vérifier une chose quand même, c'est de vérifier si notre infra est déjà déployée. Oui, elle est déjà déployée. OK, je déploie mon batch. Super. Et bien, une fois que j'ai déployé mon batch, je suis passé à l'état déployé en dev. Super. Bon, voilà, tout va bien. On imagine qu'on arrive à la fin de notre sprint, on fait notre démo. La démo est OK. Notre batch passe sur l'environnement d'UAT. Il passe à l'état déployé en UAT. Et à la fin de la recette métier, on va avoir la même chose. Hein. Donc, on va valider la recette et on va passer en prod. OK pour vous, pour la machine à état? Et en fait, si on réfléchit bien, ça ressemble vachement à un pipeline. Si je remets comme ça et que j'essaye d'appliquer mon cycle DevOps, en fait, cette première partie, ça correspond à ces étapes-là. Build, test, release. OK. Bon, très bien. Et si on imagine les parties suivantes, c'est pareil. Le déploiement en dev, en fait, ça va correspondre à release, deploy, operate, monitor. Et puis, ainsi de suite. On va boucler pour passer jusqu'en prod. OK. Donc, du coup, ça veut dire que on a pris la machine à état, on a compris le concept, on le remet à plat, on le remet dans la démarche DevOps. Au final, on va se retrouver avec un méta pipeline DevOps.
Mais il va nous falloir quelques petits éléments en plus. La première chose, c'est un référentiel de build qui va lister l'ensemble de nos composants qui vont constituer notre application, avec les différentes librairies et leurs dépendances. Donc là, on a l'exemple, la lib2 dépend de la lib1. On va aussi ajouter les numéros de version, de façon à savoir dans quelle version on est. Et puis aussi, on va mettre le hash du commit pour savoir exactement à quel moment la version, le composant, a été versionné pour pouvoir traquer les informations. OK, et il nous faudra un deuxième document, les dépendances de déploiement. Pourquoi ? Pour avoir les dépendances de déploiement et pour pouvoir savoir si à un moment donné, j'ai besoin de déployer telle ou telle dépendance ou si je dois bloquer le déploiement de telle ou telle dépendance. Donc on va avoir le même type de document, ils sont assez proches, sauf qu'ici, en fait, on va faire apparaître nos dépendances de déploiement. On n'aura pas la notion de version, on n'aura pas la notion de commit. OK. Bon, alors maintenant, on reprend ces deux documents et on va imaginer qu'on va les mettre dans notre repo, dans un autre repo, un repo qu'on va appeler Meta. Et on va faire tourner notre cycle DevOps avec ce repo Meta. Donc, dans un premier temps, on va imaginer on va prendre notre fichier de dépendance de build. Et en fait, on va parcourir nos différents composants, donc un par un, lib2, lib3, etc. On va faire le petit parcours avec notre lib1. On va vérifier si celui-ci a déjà été buildé. Sinon, à ce moment-là, on va lancer le build. Et si c'est OK, à ce moment-là, on va considérer c'est bon. J'ai une nouvelle version de ma librairie. Et ensuite, je vais pouvoir passer à la librairie suivante, à savoir la librairie de ma dépendance. OK. Et puis pareil, dans le cas où on a déjà buildé notre composant, on fait, j'ai rien à faire, je peux passer au suivant. Et donc là, on va vérifier s'il y a quelque chose à faire sur la lib2. Et donc du coup, par ce principe-là, on va pouvoir parcourir tous nos composants de build et on va vérifier les dépendances de build automatiquement. Donc là, on imagine qu'on a fait un nouveau commit sur notre repo Meta. Et donc là, on va avoir tous nos composants qui vont générer un fichier que j'appelle manifeste et qui va en fait avoir des informations complémentaires pour pouvoir faire l'étape suivante. Alors, c'est quoi ce manifeste ? C'est un fichier YAML, ou ça peut être du JSON ou du XML. Là, moi, j'ai mis au format YAML, qui va en fait nous donner les indications sur chacun des composants et chacun des pipelines qui correspondent aux différents composants. Forcément, on imagine que notre Meta pipeline n'a pas connaissance des autres pipelines. Donc, si on veut pouvoir savoir dans quel état chaque composant, avec son propre cycle DevOps, dans quel état il va nous falloir quelque chose, un référentiel, un manifeste. Et dans ce manifeste, on va avoir les ID des différents pipelines en cours d'exécution. Et on va pouvoir ainsi suivre les déploiements de chacun des pipelines. Donc, couplé avec notre fichier de dépendance de déploiement, on va reprendre les deux documents et on va passer à l'étape suivante. Donc là, on a nos deux documents. On va parcourir notre référentiel de déploiement. Et donc, on va commencer par le premier, celui sur qui tout repose, l'infrastructure. Et on va faire le même parcours. On va vérifier déjà le pipeline qui correspond à cette dépendance. On va vérifier s'il a été déployé. S'il a été déployé, s'il n'a pas été déployé à ce moment-là, je déclenche le déploiement. Je vérifie l'état du déploiement. Si c'est OK, à ce moment-là, je considère qu'il a été correctement déployé et je peux passer au suivant. Dans notre cas, le Web 1. Bien entendu, pareil, dans le même principe, si celui-ci, on constate qu'il y a eu un souci, donc là, on va le déployer. Notre infrastructure, boum, il y a un souci, j'arrive pas à le déployer correctement. Là, stop, on arrête tout. Et donc, ça veut dire que je dois stopper tous les composants qui y dépendent. Puis, troisième exemple, mais bon, ça paraît évident. Forcément, on imagine qu'on va parcourir notre référentiel de déploiement. On n'a pas fait d'évolution. Il passe au suivant.
OK, maintenant avec ce même principe, donc avec notre manifeste et notre référentiel de déploiement, on va pouvoir, comme je vous l'ai montré, déployer nos différents composants un par un sur tous nos environnements. Et de façon globale, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'approche de l'ensemble de l'application. Donc là, on va tout déployer, on va suivre nos différents déploiements. Et puis, une fois que la recette est OK, à ce moment-là, on va pouvoir déployer les mêmes packages. Et on va se transmettre le fichier manifeste, donc qui va correspondre en fait à notre image de notre application à la fin de notre sprint. Et en fait, c'est ça le petit côté positif de ce truc-là. C'est qu'en fait, quelque chose qu'on n'avait pas imaginé au début, c'est qu'en fait, dans notre repo de méta, on va avoir en fait l'image à un instant T de l'entièreté de notre application. Je m'explique. On reprend notre sprint 1, on fait le build, on génère un manifeste qui va contenir les déploiements de nos différents éléments. Donc notre infrastructure, nos deux web services. Donc là, l'infra qui est en 1.1 et puis nos deux web services qui sont en 1.0. OK. Ensuite, on va passer au sprint 2. Et pareil, on a fait des évolutions, on a fait une mise à jour sur notre web service 1, et puis on a rajouté un batch. OK, super. Et ben, on a l'image exacte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on garde l'image de notre infrastructure et notre web service 2. Et ainsi de suite. Sur le sprint 3, on va avoir, on imagine qu'on fait encore une évolution. On décide de décommissionner notre web service 1. Et ben, à ce moment-là, il va disparaître. Et on va pouvoir déployer notre... donc on aura à nouveau une nouvelle image propre de notre application à l'instant T. Donc ça veut dire que avec cette démarche-là, on va pouvoir avoir une image exacte de notre application à chaque fin de sprint, même si elle était distribuée. Et ça, c'est important. Donc ça veut dire qu'on peut dire à tout moment, tiens, au fait, est-ce qu'il y a possibilité de redéployer mon application il y a 3 ou 4 sprints? La majorité des gens vont vous dire « Ah ouais, mais c'est compliqué, là, j'ai 40 microservices, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire un rollback de tout ça. » Et bien là, on prend notre manifeste, on le redéploie, merci, au revoir. OK, sur le papier, c'est super beau, on est content, on est trop fort. Mais dans la réalité, est-ce que ça fonctionne réellement? Eh ben, nous, on l'a voulu l'éprouver, hein, donc on l'a testé pour un client. Donc c'était l'exemple que je vous donnais avec les 63 sprints et les 40 ou 50 composants de notre application. Donc concrètement, ça existe réellement. Cette démarche-là, à titre d'information, bien faire attention. L'appliquez pas dans le cas où vous avez 3 ou 4 microservices. Vous allez vous embêter. Si vous avez 3 ou 4 microservices, faites les choses simplement. Par contre, dès que vous commencez à taper sur une vingtaine ou une trentaine de microservices, attention, je vous conseillerais plutôt d'avoir une démarche un peu comme celle-ci, parce que vous pouvez faire partir en vrille votre démarche. Donc, pour pas que ça reste que de la théorie, on a voulu faire un proof of value de notre solution. Et avant de partir comme des brutes dans une implémentation et pas être certain d'y arriver, enfin pas être certain de répondre aux besoins, on s'est posé la question de, en fait, quelle valeur je dois apporter. Donc la première chose, c'est, OK, il faut qu'on arrive à prouver la valeur pour le projet, pour l'équipe projet. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, quand je suis dans l'équipe projet, de ces démarches-là, c'est que j'ai moins de problèmes, je passe moins de temps à faire des branches, je passe moins de temps à faire des... en tous les cas, j'ai moins de choses à réaliser pour mettre en place ma démarche DevOps. Je vais y arriver, pardon, excusez-moi. Puis en plus, je veux garantir qu'à chaque fin de sprint, je livre un niveau de qualité qui est constant, que je ne dégrade pas au fur et à mesure la qualité. OK. L'autre valeur, c'est pour le client. Oui, OK, parce que le client, il dit, ouais, mais OK, c'est bien, l'équipe, elle est contente, mais est-ce que pour moi, ça m'apporte quelque chose? Eh bien, c'est important aussi d'apporter de la valeur. Donc, en fait, la preuve de valeur, ça serait de dire, bon, OK, on a mis en place cette démarche-là, et ça nous permet de réduire le délai entre l'approbation et le go-live. L'autre point important, c'est de pouvoir intervenir en cas de panne. C'est-à-dire que si on constate un bug en prod,
une panne en prod, qu'on puisse faire rapidement une correction et qu'on ne soit pas on soit pas bloqué par la multitude de microservices qui constituent notre application. Et le troisième point, c'est que, encore une fois, le client, lui, il va avoir une application dans sa globalité qui soit de qualité. Donc là, nous, l'objectif, c'est de garantir que, indépendamment des microservices, l'application soit de qualité. OK. Donc, premier point, il faut que ce soit agnostique au niveau du branching model. Parce que forcément, tout le monde n'utilise pas le même branching model. Il va y avoir du TBD, du GitHub Flow, du Git Flow. OK. Donc ça, c'est important à savoir. OK. Agnostique aussi au niveau du processus de MEP. Là, je vous ai donné un exemple. Dev, UAT, prod. Bien entendu, les entreprises ne fonctionnent pas toutes de la même façon. Il y en a qui vont avoir uniquement hors prod et prod, d'autres qui vont avoir 4 ou 5 environnements, d'autres qui vont avoir des environnements parallèles. Donc, il faut qu'on puisse s'adapter. En tous les cas, il faut que la solution puisse s'adapter. Le troisième point, c'est le semantic versioning. Donc, j'en ai parlé. Là, je parlais de 1.0.0, mais chaque entreprise peut avoir son propre semantic versioning. L'objectif, c'est que notre solution ne l'impose pas. Et le quatrième point, c'est l'environnement technique. Il faut qu'on ait un minimum d'adhérence avec l'environnement technique sur lequel on va mettre la démarche DevOps. C'est-à-dire que si je suis en adhérence complète avec un cloud provider, il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas l'utiliser. Admettons, si je suis en adhérence complète avec AWS et que les entreprises, celles qui seraient intéressées par cette démarche, sont sur Azure ou sur GCP, on a un problème. Donc là, l'idée, ça va être d'être au maximum agnostique de l'environnement technique. OK. Donc on a tous les concepts, on est agnostique. Il va falloir tester. Alors, nous, parce que comme vous voyez au début de la conférence, je vous disais que j'étais tout tamponné Microsoft. Donc, on est parti directement sur des solutions Microsoft, à savoir Azure DevOps pour la démarche, pour le cycle agile et la démarche DevOps, et Azure pour l'infrastructure. Donc, il faut savoir qu'avec Azure DevOps, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'outil Azure DevOps. Oui, quelques mains. OK. Il faut savoir qu'avec Azure DevOps, on peut faire des petites extensions. Donc, on peut compléter les capacités de l'outil avec des extensions. Et ce qu'on a fait, c'est que notre démarche, on l'a intégrée en extension dans Azure DevOps de façon à ce que ce soit simple. Première chose, une web extension qui va nous permettre de simplifier la mise à jour du référentiel de build. Donc là, on imagine, on a nos différents repos, on a tout plein partout. Et là, l'idée, c'est que, en fait, d'un simple coup d'œil, on puisse parcourir nos repos et constater tout de suite, ah, tiens, j'ai une évolution, il faut que je crée une branche de release. La deuxième extension, c'est l'extension de build, qui va s'intégrer directement dans notre pipeline de CI/CD, qui va être dans la première phase et qui va se concentrer sur la validation du build des différents composants de notre architecture. Et la deploy extension qui, elle, va s'assurer du déploiement de nos différentes extensions. Donc, on va zoomer sur la partie web extension. Donc là, j'ai fait une petite capture d'écran parce qu'autrement, la démo, ça aurait été un peu compliqué. Donc là, j'ai pris un exemple. On a plein de repos. L'idée, c'est qu'on a un board qui se présente comme celui-ci, avec les différents repos, la version actuelle de chacun des composants, puisqu'on va le récupérer directement dans notre référentiel de build, et savoir si à un moment donné, j'ai besoin de faire une mise à jour. Comme on connaît le commit qui correspond à la dernière version, on est capable de savoir s'il y a une différence entre les deux. S'il n'y a pas de différence, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution. Donc voilà, et puis après, il suffit juste de cocher les petites cases en disant, voilà, tiens, en fait, dans mon sprint, à la fin de mon sprint, j'embarque tel composant et tel composant. Donc je fais des nouvelles versions. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je fais commit. Et puis, c'est bon. Le deuxième composant, c'est la build extension, qui, elle, va s'occuper vraiment de s'intégrer dans le pipeline de CI/CD et de gérer le semantic versioning. Donc, elle va reprendre notre build référentiel de build. Elle va automatiquement vérifier, ah, tiens, j'ai une nouvelle version. Donc, du coup, et un nouveau commit à créer. Donc, je vais créer la branche de release. Je vais créer les tags qui vont bien. Et je vais créer directement le build qui correspond.
Donc elle va s'occuper de tout. C'est un peu du clic-clic bouton, ça marche tout seul. Bon, il faut le configurer avant. Et la troisième extension, c'est la Deploy Extension, qui, elle, encore une fois, va s'intégrer dans notre pipeline de CI/CD et qui va gérer les différentes approbations. Donc, à savoir, mettons, si on veut une approbation au niveau de la mise en UAT, eh ben, on va pouvoir s'intégrer dedans et donc demander l'approbation. Cette approbation, je vais y arriver, au niveau du Meta Pipeline va être répercutée sur l'approbation des différents microservices de notre architecture. Et donc, du coup, va faire l'approbation des différents microservices. Ainsi, on va pouvoir piloter l'intégralité de nos microservices avec un seul pipeline. Voilà. Et donc, pour conclure, qu'est-ce qu'a apporté cette solution? Dans un premier temps, ça a apporté une simplification. C'est-à-dire qu'avant, au lieu de... Moi, je passais, en tous les cas, mes journées à créer des branches de release, à faire des tags, à vérifier que les dépendances de build et les dépendances de release ont été faites correctement. Là, en formalisant, en faisant des fichiers manifestes et en les intégrant dans un Meta Pipeline, j'ai pu me simplifier beaucoup la charge de travail. Donc, le tech lead peut se concentrer sur des activités beaucoup plus qualitatives. Le deuxième point, c'est la rapidité, puisque au moins l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire du clic-clic bouton. On le fait au niveau du Meta Pipeline et il s'occupe de faire toutes les opérations les unes derrière les autres à votre place. L'intérêt aussi, c'est qu'il va orchestrer tous les traitements et donc il va, si admettons on a un déploiement qui prend plusieurs minutes, si on déploie une infrastructure, ça peut prendre plusieurs minutes. On n'a pas besoin d'attendre la fin du déploiement de notre infrastructure pour pouvoir passer au suivant. Là, il va le faire tout seul. Troisième point, la fiabilité. Comme c'est orchestré, comme c'est piloté, comme il y a un manifeste, il y a beaucoup moins de risques d'erreur, puisque lui, il va exécuter systématiquement les mêmes opérations dans le même ordre. Donc, beaucoup plus fiable. Traçabilité, puisque en fait, à chaque fois, comme je vous le montrais, à chaque fois qu'on va faire une évolution, on va faire un commit sur notre pipeline de méta, et donc on va pouvoir traquer l'ensemble de nos microservices d'itération en itération. Et le quatrième point, c'est la reproductivité. Comme je vous le disais, avec ce manifeste, donc on va avoir à chaque fois qu'on va faire une fin de sprint, on va pouvoir reproduire l'environnement à l'état de la fin d'un sprint. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie.